On fait l'examen externe, ensuite on fait notre incision du menton. Puis on écarte comme ça, on coupe nos côtes, on scie le crâne et on va enlever le cerveau aussi pour l'analyser. On enlève chaque organe, un par un. Non mais tu parles de tout ça avec beaucoup de recul. Moi j'ai des images en tête. Une autopsie qui t'a réellement marqué, c'est la mort d'une femme. Il faut que je scie le crâne. Il est sur ma table et j'ai scié mon crâne à la main. Donc pas une scie électrique, une scie normale. Voilà. C'est juste que c'est plus long. C'est-à-dire que ce qui se fait en 3 minutes, tu vas mettre presque 1 heure pour le faire correctement, ouais. Tes émotions, quand tu fais ton travail, elles doivent être de côté. Bonjour Karine. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue dans mon incroyable histoire. Merci beaucoup. Karine, quand on m'a parlé de toi, on m'a dit, elle, c'est Barbie Bouchère. Barbie parce que tu es une blonde platine et tu portes des talons hauts. Bouchère parce que tu as un scalpel à la main pour autopsier les corps. Tu es médecin légiste. On t'imagine froide, distante, glauque comme la mort, c'est tout l'inverse. Tu es du côté des vivants, des enfants meurtris, des femmes battues. Pour toi, la médecine légale est un sport de combat. Tu plonges à pleine main dans les corps pour aider les vivants. Mais dis-moi, Karine, d'où te vient cette drôle de passion pour la dissection des cadavres ? Avant de faire de la médecine légale, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en médecine d'urgence. J'ai commencé médecine, je voulais sauver des vies, quoi. Je voyais la médecine légale au départ un petit peu comme effectivement des médecins un peu spéciaux, un peu des croque-morts qui se penchaient au-dessus de leur table d'autopsie. Je me disais, oh là là, quel plaisir ils peuvent avoir à faire ce métier-là, avec du sang partout. Voilà. Alors qu'est-ce qui te fait basculer ? Donc là, tu t'occupes des vivants que tu soignes, tu sauves des vies, et tu aimes ça. Qu'est-ce qui te fait basculer du côté des morts finalement ? On va arriver, on constate le décès et on appelle dans ce cas-là la police. Cette scène où on intervient nous là, ça devient une scène de crime. Donc il y a tout ce qui est balisage de la scène, on les voit intervenir. Puis on voit le médecin légiste arriver et c'est là que je comprends que c'est important de dire s'il y a une plaie ou s'il y a 10 plaies. Et je me dis mais ça me plaît quoi. En même temps que je travaille aux urgences, je repasse mes diplômes pour être médecin légiste, tout en ayant mes enfants, parce que tout se passe au même moment. Voilà. T'as quel âge à ce moment-là ? J'ai à peu 35 ans, 30-35 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a, tu dis, il y a quelque chose de bizarre dans ce métier ? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de fascinant parce qu'il s'agit de la mort ? Oui, il y a quelque chose de fascinant parce qu'effectivement, il s'agit de la mort, mais au-delà de la mort, ce qui est fascinant, c'est être capable de dire, de reconstituer les faits en observant, en scrutant le corps. Et on va regarder le corps, sa position, et on va regarder, bien évidemment, là où il se trouve. C'est important. C'est d'autant plus important qu'on va devoir répondre à certaines questions, comme par exemple, est-ce que le corps a pu être déplacé ? Est-ce que les faits se passent bien ici ? Ou est-ce que ça s'est passé ailleurs et le corps a été transporté ? C'est ça qui m'intéresse. Donc tu passes ce diplôme, tu fais tes enfants, combien d'enfants tu fais en mort ? 5. 5 ans, 7 ans. 5 ans, 7 ans, tu passes ce diplôme, tu fais tout en même temps. Oui. Tu dors parfois ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. 3-4 heures. 3-4 heures, c'est vrai ? Oui. À cette époque-là ? Oui. Encore aujourd'hui ? Oui. Donc tu es une hyperactive. Oui. On est en 2010. Tu viens de passer ton diplôme, donc tu peux exercer. Il y a une opportunité qui s'ouvre en Guadeloupe. En fait, je me rendais régulièrement aux Antilles avec mon mari pour donner des cours de médecine d'urgence. Et du coup, je rencontre beaucoup de gens et on me dit « mais tu viens d'être formé à la médecine légale, voilà, il y a la réforme de la médecine légale. Gros challenge, est-ce que ça te dit de venir et de mettre en place ce service ?» Donc bien évidemment, j'ai dit oui. Challenge, j'aime les challenges. Tout le monde nous dit effectivement, vous êtes fous, peut-être. Tu pars de zéro et on te confie la direction d'un service, la création d'un service. Donc, alors que tu n'as jamais exercé. J'ai un peu exercé, mais effectivement, j'avais pas encore une grosse expérience professionnelle. Mais ça pareil, c'est courant de se voir confier ce type de poste à grosse responsabilité. Alors non, c'est pas courant. Voilà, je pense que c'est une opportunité qu'on ne refuse pas. J'y suis allée effectivement en me disant, bien sûr, est-ce que je vais être capable ? Donc c'était énorme, voilà. Et là, on me dit, à partir de ce jour, vous devez mettre en place une organisation pour réaliser les autopsies sur la Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth. Et pour l'instant, j'étais toute seule. Là, les premières autopsies, c'était une table de préparation de corps. Et ça a été ça d'ailleurs quasiment tout le temps, penché un peu au-dessus d'un
d'un bidet pour faire l'évacuation des fluides. Et on a recruté, là par contre, des agents que j'ai formés. Il nous faut quelqu'un autour qui nous prépare le matériel et qui après va recoudre le corps, puisque on ouvre le corps, mais après il faut qu'il soit recousu. Donc on les a formés après, je les ai formés effectivement pour cette tâche-là. Ma première scène de crime, elle se passait dans un champ. C'était pas franchement un homicide, mais c'est quelqu'un qui était retrouvé dans un champ décédé et ça on l'a fait après, on l'a vu dans les constatations. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait des traces de coups partout et il y avait des centaines de personnes dans le champ en fait. Et là j'étais là mais qu'est-ce qui se passe? Ils venaient d'avoir une réunion, une fête ou quelque chose. Et là on me dit non Karine, tu vas voir chaque scène dès qu'il y a un mort, un crime qui se produit, les gens en fait se rendent sur place et viennent. Et ça, pourquoi? Pour prier? Enfin, c'est une sorte de rite funéraire. Ils voient, ils ont besoin de voir. Curiosité. Voilà, curiosité ou voilà, c'est comme ça, c'est culturel. Il y a un mort quelque part, on y va. Il m'est même arrivé à me déplacer plus tard sur d'autres scènes de crime. Il y avait déjà des photos qui circulaient. C'est quelque chose que je ne connaissais pas parce que c'est vrai qu'on voit pas ça en métropole, on voit pas de photos et autres. Une de mes premières justement levées de corps, c'était une femme qui était retrouvée à son domicile et elle avait été lardée de coups de couteau. Elle était retrouvée allongée sur le sol et moi quand je l'examine, elle était retrouvée sur le ventre. Et en fait quand je vois ça, je dis non, elle est pas, cette femme, elle est pas morte ici. Elle est décédée assise, donc soit sur le canapé, soit sur le fauteuil. Donc on regarde. Attends, ça je comprends pas comment tu le détermines. Parce qu'en fait l'hypostase, qui est donc le sang qui va descendre dans les zones d'éclisse, ça va faire une coloration. Dans les zones d'éclisse, dans les zones basses en fait. D'accord. Voilà. Donc tout le sang descend. Voilà, par exemple, il y a une coloration particulière. Si je mourais là dans cette position-là, les zones d'appui seraient blanches, voilà, et au niveau de mes extrémités, si je mourais comme ça, là ce serait violacé. Ça c'est l'hypostase. Donc là, quand il y a c'est violacé ici en bas et pas ailleurs, tu sais que la personne est morte assise. Voilà. En fonction de comment c'était localisé, j'étais capable de dire, je voyais des zones d'appui qui étaient plus blanches au niveau du dos. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, j'étais capable de dire, elle est décédée en position assise. C'était un corps qui était très putréfié. Parce que putréfié, ça veut dire que le corps se décompose. En métropole, pour qu'un corps se décompose comme en 3 jours il fait aux Antilles, en période normale, il aurait fallu 1 mois pour que ce corps soit dans l'état dans lequel j'ai trouvé. Quand le corps est effectivement en état déjà de putréfaction, il est plus difficile de voir des choses, mais on voit encore quand même beaucoup de choses. Donc cette personne-là, donc on avait très vite compris qu'en fait elle avait été tuée sur le canapé et ensuite la scène de crime avait été maquillée. Il y avait même eu des coups qui avaient été donnés en post-mortem. On le voit parce que ce sont des plaies dans des zones qui devraient saigner et qui ne saignent pas, par exemple. Je te parle de ça parce qu'effectivement, ça, c'est ma première scène de crime. Et au-dessus de nous, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui nous regardait, en fait, pendant qu'on faisait ça. Et 4 jours plus tard, on m'a emmené dans mon service et on m'amène quelqu'un en me disant « Je vous emmène le supposé auteur des faits ». Je me dis « Mais c'est le type qui nous regardait, en fait, pendant qu'on faisait nos constatations. » Et qui me dit bonjour docteur, je vous reconnais quoi. Cette première scène m'a marqué. Je me suis dit le décor est planté. Voilà, maintenant ça va être comme ça mon travail. L'enquête t'a donné raison. Oui, oui. Et on a d'abord quand on a regardé le canapé, il y avait effectivement aussi les projections de sang qui pouvaient correspondre aux coups portés. Il y a eu la reconstitution des faits. Il a bien dit. Après, il avait transporté le corps pour essayer de dissimuler son crime et maquiller. Ouais. Parce que c'est quand même à ça que sert la médecine légale. Oui. De trouver l'origine, les motivations, l'origine de la mort. Oui. Est-ce que la personne, elle décède des coups portés ou est-ce qu'elle décède parce qu'elle avait une pathologie? Parce que dis-toi bien qu'en face, les avocats de la partie adverse, ils vont être aussi capables de dire peut-être qu'il a été frappé, mais mais le décès n'est pas lié aux coups qui ont été portés. On fait l'autopsie en entier. C'est pas parce que on te tire dans la tête qu'on va faire l'autopsie que de la tête. On fait l'autopsie de l'ensemble du corps. C'est très systématisé. Ça prend combien de temps dans le cadre d'une mort suspecte où j'imagine il faut investiguer beaucoup? En moyenne, un homicide, c'est à peu près 3 heures. Ça dépend du nombre de plaies. S'il y a 50 plaies, ça peut prendre 4 heures, 5 heures, ça peut prendre le temps qu'il faut. Voilà, ça c'est important, puisqu'on va devoir, on se doit d'explorer plaie par plaie. Il est hyper important de dire si le décès, par exemple, il a 50 plaies,
il va être important pour nous de dire tout ce qui relève de plaies, de mesures de défense. Donc, si par exemple la personne essaie de se protéger comme ça ou en levant les jambes, voilà, on peut avoir plein de façons de se protéger en fait, de façon différente. Des lésions de prise, si la victime a essayé d'attraper l'arme, par exemple, ou s'il y a eu 50 coups, dont par exemple 30 qui ont fini dans le thorax. Voilà, on voit bien que l'intention est pas la même si régulièrement aux assises on a l'avocat de la partie adverse qui va nous dire que effectivement la victime s'est jetée sur le couteau. Elle va avoir du mal à s'être jetée 50 fois sur le couteau. Voilà. Donc en fait, il est hyper important de dire voilà comment se sont passés les faits et d'essayer de de parler pour la personne qui peut plus. On va permettre aux personnes de sa famille, aux personnes qui l'entourent, en leur expliquant ce qui s'est passé, aussi ça va participer au processus de deuil qui sera très important pour la famille qui est autour. Voilà. Donc ça prend le temps qu'il faut. Si c'est effectivement quelqu'un qui va mourir brutalement, il y a des autopsies qui peuvent être faites en 1h30. Voilà, s'il n'y a pas de traces de violence. Faire l'autopsie, tu l'as un petit peu dit, mais faire l'autopsie de tout le corps, ça veut dire quoi? On ouvre le corps systématiquement. On fait l'examen externe, ensuite on fait notre incision du menton. On écarte comme ça, on coupe nos côtes. Notre écarteur de côte, et ensuite on va faire notre incision du cuir chevelu qu'on récline, on scie le crâne et on va enlever le cerveau aussi pour l'analyser. On enlève chaque organe, un par un. Chaque organe est retiré. Tu enlèves tous les organes, tu les remets à un moment. On enlève tous les organes. Quand on fait une autopsie, on fait des analyses toxicologiques. Donc on prend tout ce qui est sang, urine, humeur vitrée, donc dans l'œil en fait on va prélever de l'humeur vitrée, on va prendre de la bile, donc ça c'est tout ce qui est fluide, et ensuite on prend des fragments d'organes. Le laboratoire fera les analyses toxicologiques sur l'ensemble de ces éléments, parce que il y a des fois on va pas avoir assez de fluide pour le faire, ou il va falloir compléter par les fragments d'organes, et que selon les dosages et les molécules qu'on recherche, l'ensemble de ces éléments sont nécessaires. Une fois que tu as fait les prélèvements, tu remets les organes en place. Alors, il y a des organes qu'on prélève en entier, genre le cœur et le cerveau. Si on en a besoin, on va plutôt les prendre en entier, mais les autres, on va prendre des morceaux. D'accord. Et tout le reste, on remet ça dans des sacs et on remet tout dans le corps. On remet tout dans le ventre à la fin de l'autopsie. Pourquoi dans des sacs? Pour pas que ça coule. Après, on met ça dans des sacs en plastique. Et pour éviter qu'après, les organes coulent. Et ensuite, le corps sera recousu justement par les agents de salle. Karine, non mais tu parles de tout ça avec beaucoup de recul, de manière assez détachée. Moi j'ai des images en tête. T'as jamais été choqué, dégoûté? Il y a le visuel, mais il y a aussi des odeurs très fortes. Quand tu parlais de corps en décomposition, etc., de corps qui peuvent être très jeunes, des enfants. J'ai des personnes, même des enquêteurs, qui m'ont dit oh là là, ça va être compliqué parce que moi effectivement je supporte pas. Et ce que je fais généralement, c'est que je les prends à côté de moi et je leur montre au fur et à mesure. Et en fait, quand on est dedans, on fait des choses de façon très systématisée avec qu'un seul objectif, c'est de se dire recherche de la vérité, recherche de tout ce qui s'est passé avant. Ce côté qu'on pourrait avoir à distance de vision que tu décris très bien, qui peut paraître gore, on l'a pas. Parce qu'on est dedans, on fait notre travail. En fait, comme un chirurgien opère quelqu'un, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que la personne va se réveiller après. Nous, on sait qu'elle se réveillera pas, que la seule façon de la réveiller, c'est nous en parlant pour elle, en quelque sorte, voilà. Et avec l'idée de respecter le corps, c'est-à-dire que quand je te dis on ouvre, on fait ça effectivement très proprement. C'est pour ça que c'est très systématisé, et quand on recoue et quand on présentera le corps après, parce que ce qui est important, c'est de se dire que ce corps pourra être présenté, sauf pour les corps très décomposés, puisque les corps très décomposés ne seront jamais présentés aux familles du fait, mais malgré ça, on fait le même rituel, on en prend le plus de soins possible. Et c'est un corps de quelqu'un qui vivait et qui doit vivre encore dans la tête de beaucoup de personnes, et donc on doit en prendre soin. Et du coup, ce côté glauque que tu peux imaginer en fait en regardant ça à distance, tu l'as pas. Tu l'as jamais eu? Non. Même au début, là, sur tes premiers stages? Non. Je crois que du moment que je me suis dit que je voulais me lancer dans ce métier-là, l'idée que j'avais effectivement glauque au départ, elle a complètement disparu. Voilà. L'odeur, on l'a, L'odeur, on l'a, c'est un corps très décomposé. Alors on a des masques en fait, on se met du menthol dans les narines et ça marche pas très bien. Le petit remède, mais ça on peut pas le faire partout, mais que m'avaient dit très vite les agents de salle en Guadeloupe, c'est d'aller se baigner, qu'il y a que l'eau salée qui enlève l'odeur. Et effectivement, le bain d'eau de mer après une autopsie t'enlève mais ça tu peux pas le faire à chaque fois parce que tu travailles beaucoup et donc ça faut le dire aux gens qui vivent avec des morts. Voilà. En fait, c'est vrai que l'eau salée, c'est ce qu'il y a de mieux. Des morts. L'eau salée. Après, on a les masques à charbon qu'on mettait sur, effectivement, pour les corps trop décomposés, qui avaient une odeur trop importante. Les noyés putréfiés, c'est ce qu'il y a de
plus effectivement difficile. Ça dure le temps que c'est et après tu occultes en fait, tu oublies. C'est plus quand tu sors de salle d'autopsie. J'avais beau prendre une douche et tout ça, on se change complètement, on a nos tenues complètes pour aller là-bas. Ma secrétaire Ronnie me dit docteur, votre corps a été putréfié aujourd'hui, donc là c'était. D'accord. Ça imprègne, ce que je veux dire, c'est les corps sont très très abîmés, mais ça reste pas longtemps quoi. Voilà. Une autopsie qui t'a réellement marqué en Guadeloupe après quoi, quelques mois d'exercice là-bas, c'est la mort d'un enfant de 3 ans. J'étais révoltée peut-être contre nous-mêmes, en quelque sorte contre le système. C'est un petit garçon qui avait fait l'objet de signalements de la part d'un membre de sa famille, qui sortait de l'hôpital, qui était amaigri, qui était suivi par les systèmes sociaux, par le service social, et qui 1 mois et demi plus tard, il est sur ma table avec des traces de coups. On fait des incisions qu'on appelle les crevés, où on récline comme ça et on cherche des hématomes en profondeur qu'on verrait pas à l'œil nu sur la peau, sur la partie externe. Et quand je fais mes incisions comme ça, je vois effectivement, t'as quasiment pas un intervalle de peau saine. C'était un petit garçon, voilà, qui avait reçu des coups partout sur le corps. Le cuir chevelu, c'était la même chose. Quand je vois que c'est un petit garçon qui est cachectique. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement maigre. Donc je vois ça, je suis choquée par déjà des traces que je vois de coups portés sur son corps, sur son cuir chevelu, avec des lésions qui sont croûteuses, donc qui sont semi-récentes, des lésions qui sont plutôt anciennes. Ça, je sais déjà que cet enfant, c'est des coups qui sont répétés. Et puis je suis alertée par au niveau de la lèvre, on a ce qu'on appelle ici là le frein qui est complètement déchiré, hypertrophié. Je me dis mais c'est pas possible ce genre de lésion. Moi j'avais vu ça que si on nous tire comme ça, si on nous pend comme ça par les qu'on lèvres. Nous attrape, voilà, pend pas les lèvres. Il a été retrouvé où cet enfant? Tu Alors le sais, à lui, en fait, arrive il a été retrouvé à domicile. C'est sa mère qui l'a amené en disant il est inanimé en fait et qui avait été retrouvé décédé effectivement à la maison et donc il est passé à l'hôpital et moi je l'ai eu directement sur ma table d'autopsie. J'imagine que c'est pas une autopsie comme les autres, d'autopsie un enfant de 3 ans qui présente des traces évidentes de maltraitance. Non. Bon, tu fais le travail quand même. Oui. Il y a quelque chose de particulier, d'exceptionnel ce jour-là. Ce que je ne pouvais pas emmener, c'était ma scie à crâne parce qu'il y avait un système de moteur avec une aspiration et autres et que je ne pouvais pas. On avait acheté du matériel, mais en fait, c'était pas arrivé. Et donc, c'est vrai que ce jour-là, en plus, j'avais dû demander je me suis dit, il faut que je scie le crâne. Et j'avais un enquêteur qui était allé chercher une scie à bois, en fait, dans un magasin de menuiserie. Et j'ai scié mon crâne à la main, ce qui m'a pris nettement plus de temps qu'en 2 minutes où tu scies un crâne. Donc pas une scie électrique, une scie normale. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas le matériel sur place. Et qu'il fallait bien faire l'autopsie, que quand on est arrivé, on nous a dit qu'il n'y avait pas, mais qu'on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Et donc l'idée, c'était de le faire en plus le plus proprement possible, donc en prenant bien son temps pour pas abîmer, pour pouvoir après remettre la boîte crânienne, parce que je te disais qu'on mettait tous les organes dans le ventre. Après, on remet aussi la boîte crânienne que l'on ouvre. On met à l'intérieur du papier pour la rembourrer et on remet le volet qu'on a coupé et on récline le cuir chevelu et on recoupe, puisque l'idée c'est de pouvoir présenter le corps après. Est-ce que tu réussis à rester absolument professionnel en prenant une scie de chez Bricorama pour scier le crâne de cet enfant? Oui, tu te le dois. Tu te le dois parce que c'est juste que c'est plus long. C'est-à-dire que ce qui se fait en 3 minutes, tu vas mettre presque 1 heure pour le faire correctement, ouais. Tu ne ressens pas d'émotions particulières à ce moment-là? Ah si, des émotions, tu les as. Tu réalises encore plus ce que tu es en train de faire. Voilà. Mais tes émotions, quand tu fais ton travail, elles doivent être de côté, en quelque sorte. C'est plus après, quand tu réfléchis comment ça s'est passé. Voilà. Mais quand tu fais ton travail, tu es là pour faire ton travail correctement. La seule chose qui me tarde à ce moment-là, c'est de me dire que ça doit être propre et que ça doit être comme si j'avais utilisé ma scie électrique. Tu réalises plus quand tu rédiges ton rapport après, quand tu regardes les photos, que quand tu le fais en fait. C'est là que tu revois, tu relis. Et que tu ressens quoi? Que tu ressens
De la peine, de la tristesse, de la colère. De la colère. De la peine, oui, ça c'est certes pour cet enfant, mais ce qui t'anime la plus, c'est de la colère. Et on s'en veut à tous. Ces traces étaient visibles, elles l'étaient depuis longtemps. Exactement. Il y avait plusieurs alertes. Oui. Pourquoi on n'a rien fait? Il aurait dû être retiré de cette famille, placé dans une famille d'accueil ou dans un foyer. Ton rapport et ta conclusion, elle est sans appel, j'imagine, à ce moment-là. Cet enfant est mort de maltraitance, à la fois dénutri et en même temps frappé. Il est mort de quoi exactement ? En fait, sur une grosse dénutrition, en fait, voilà. Donc en fait, c'est pas les coups qui ont été, voilà. Ouais. Et donc l'origine, apparemment, de cette violence, de cette maltraitance, c'est que sa mère considère qu'il est envoûté, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y a énormément encore, pas partout, il y a pas tout. Il y a encore pas mal de rituels et de rituels vaudous. C'est encore très présent et là, c'était ça l'histoire. Dans le cas de l'enfant, on avait retrouvé un grand jardin avec des poupons, avec des bougies, avec tout un truc vaudou qui était autour. Le père, l'auteur des faits, il avait déchiré la page du journal de la veille. J'étais allée sur une scène de crime qui s'était passée dans une cité. Il avait déchiré la page où j'étais en première page avec ma tenue. On apercevait juste mes talons. C'est super flippant. Oui, c'était un peu flippant et il y avait un parfum que je n'achèterai jamais à mes enfants qui était 1 Million. Il y avait plein de bouteilles de 1 Million dans le coffre de la voiture et il y avait ça. Mais pourquoi il avait fait ça ? Je sais pas. Il avait une liste, en quelque sorte. Il y avait une liste qui avait été retrouvée a priori avec différents noms. J'en sais pas plus. Je crois que j'ai pas envie d'en savoir plus. Non, parce qu'il avait conscience que tu allais l'autopsier. Comme tu disais, les mêmes personnes que tu vois un jour qui sont auteurs des faits, demain ils sont témoins. Le lendemain ils vont être eux-mêmes victimes. Donc en fait, on nous connaissait. Un jour, j'ai fait une levée de corps dans un centre de détention. Et quand je suis arrivée au centre de détention, j'avais plus de 900 détenus qui criaient mon nom en aboyant, quoi. Tu vois, ça, c'est des choses. Tu vois, ça, c'est le travail effectivement dans les îles auxquelles t'es pas préparé. Ça, par contre, t'es pas préparé. Combien on vous amène de corps au quotidien ou chaque semaine? Est-ce que tu as... Alors, c'est totalement fluctuant. Nous, on faisait entre 3 à 5 autopsies par jour, tous les jours. 3 à 5 autopsies par jour? Oui, alors ça veut pas dire que c'était 3 à 5 meurtres. Il y avait aussi les pendaisons. Il y a les accidents de la route. Soit il n'y a pas de témoin, donc on ne sait pas s'il y a intervention d'un tiers ou pas intervention d'un tiers. Et puis il y a toutes les morts brutales ou suspectes. Combien vous êtes pour autopsier 3 à 5 corps par jour? On est 3 médecins légistes au maximum au total pour s'occuper Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. C'est très peu. Donc t'arrêtais pas de bouger entre toutes ces îles? Tu prends quoi? Tu prends l'avion pour aller... Alors, je prenais l'avion pour aller à Saint-Martin ou Saint-Barth. On était obligés du coup souvent de les faire attendre 48 heures pour aller faire toutes les autopsies. Mais du coup, on enchaînait toutes les autopsies sur une même journée. Ouais. D'accord, toutes les autopsies. Alors, si je compte, c'était une moyenne, mais c'est au moins un corps par jour que tu autopsies toi, seul. Vous n'êtes pas plusieurs à autopsier un corps. Alors, on est deux. Alors, ça dépend. Si c'est un homicide, on est 2 médecins légistes. C'est les règles de base, on est obligé de le faire. Si c'est une pendaison ou une mort qui peut paraître quelqu'un qui va décéder comme ça brutalement, on est seul, sauf que si on s'aperçoit au cours de l'autopsie qu'il y a quelque chose qui peut paraître suspect, on appellera un deuxième. Voilà. Donc ça fait 1 an et demi que tu es en Guadeloupe, que tu as plus d'une autopsie par jour, et 1 an et demi donc plus tard, il va y avoir une série de 6 féminicides dans un temps très très court d'1 mois et demi, où 6 femmes vont mourir sous les coups de leurs compagnons, et ça va t'alerter. Alors, c'était 6 homicides qui ont comme point commun le fait que c'était des femmes jeunes, des femmes qui ont reçu non pas 1 mais 50 coups de couteau. Je dis pas que c'est plus grave 1 ou 50, mais pour dire la violence en fait des scènes sur lesquelles on était. Et la 6e avait été égorgée et jetée d'une route après en suivant, dont on a retrouvé le corps. Voilà. Donc c'était effectivement d'une extrême violence et on s'est dit avec mon équipe là, mais c'est juste pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais est-ce que c'est le rôle d'un médecin légiste
Alors oui, c'est notre rôle parce que effectivement, dans notre grosse activité, on a toute la médecine légale du vivant. Donc on reçoit les personnes qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient, des hommes, des femmes, des enfants, que ce soit des violences intrafamiliales ou pas intrafamiliales, que ce soit des violences avec armes ou sans armes, que ce soit des violences physiques ou psychologiques ou sexuelles, quelles qu'elles soient. Tu veux dire qu'une femme aujourd'hui victime de violences conjugales, elle peut aller voir un médecin légiste? Alors elle peut pas, elle se doit même en fait. Il n'est pas utile d'avoir un certificat médical pour déposer plainte dans le cadre notamment de violences conjugales. Il faut arrêter de renvoyer les femmes vers un médecin et de dire on prendra votre plainte que si vous avez un certificat médical. Ce n'est pas la condition sine qua non et c'est encore trop dit aux femmes victimes de violences. Donc, on va faire notre examen clinique, mais aussi on va consigner tout ce qu'elles vont nous dire. Et ça, c'est hyper important. Alors, on parle bien évidemment au conditionnel, parce que là, on n'était pas présent. Voilà, mais elle nous dit que elle aurait été victime de violence. Ça, c'est hyper important de pouvoir l'écrire, de le consigner dans un rapport. On va prendre des photos. On va faire aussi, dans tout ce qui est viol, on va faire les prélèvements à visée médico-légale et à visée médicale. On scelle ces prélèvements et on les conserve jusqu'à ce que la justice nous réquisitionne quand la personne déposera plainte. Voilà. Est-ce qu'en Guadeloupe ou aux Antilles, régulièrement, tu reçois des femmes qui te sont adressées par la justice ou bien qui viennent de leur propre chef? Voilà, donc on reçoit énormément de femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles en Guadeloupe. Notre procédure, elle va avoir pour objectif de repérer sur 9 critères en se disant, pour nous, c'est des critères de gravité. Donc, il y a par exemple la menace de mort, qui en est une, les menaces avec une arme quelle qu'elle soit, une arme à feu, une arme contondante ou autre, les violences qui se répètent dans le temps, les tentatives de séquestration, tout ce qui est menace de suite par exemple de l'auteur, ça c'est extrêmement important, la menace directe avec une arme à feu, les violences qui sont commises sur les personnes vulnérables, notamment donc les femmes enceintes ou les personnes qui auraient une pathologie, un handicap quel qu'il soit, et les tentatives de séquestration ou de strangulation. Vous en avez déterminé 9. Voilà. Et en fait, vous dites si cette femme présente 3 de ces critères. 3 critères sur 9 parce qu'il faut bien se dire à partir de quand on déclenche une procédure. Il y a des fois on l'a déclenché pour une, c'est-à-dire une femme qui va nous dire qu'il a pris l'arme et qui lui a pointé sur la tempe. Ça suffit. Ça suffit, voilà. Et donc, quand on signale au procureur, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on alerte et on dit attention, là, nous, on pense que cette femme-là, elle est vraiment en situation de danger, elle peut pas rentrer chez elle. Donc ça, tu le mets en place avec ton équipe. Exactement. Là-bas sur place, ça n'existe pas de toute façon. Ça n'existe pas du tout. Alors, ça n'existe nulle part en France. Ça existe nulle part en France. Les premiers signalements qui sont arrivés en France de ce modèle type-là, c'est 2020-2021. Et là, on est en 2012. Voilà. Donc, t'es précurseur. Oui, exactement. Vous le mettez en place et ça va fonctionner. Alors, ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que du coup, ces femmes qu'on pense en danger, elles rentrent pas chez elles. C'est-à-dire que, il faut pouvoir les héberger, elles et les enfants, dans la nuit, ou dans l'après-midi. Mais c'est surtout que le signalement est envoyé directement au parquet. Et donc, ça va déboucher sur quoi? Que le parquet va envoyer une équipe police ou gendarmerie, pour trouver le conjoint violent. Et donc, ça va déboucher soit sur une comparution immédiate, soit sur une mesure de garde à vue qui va être plus ou moins longue, soit sur la mise en place d'un bracelet électronique. En fait, voilà, pour protéger des mesures de protection de la femme victime de violence. Mais ça va être fait tout de suite, ça va pas être traité dans 1 mois ou dans 2 mois. Les chiffres sont éloquents. Le résultat, c'est que le nombre de féminicides est passé de 17% à 2,2% entre 2012, où ça commence à être mis en place, jusqu'en 2015. Donc, il y a une chute vertigineuse des féminicides après la mise en place de ce protocole en Guadeloupe. Il faut bien comprendre que dans les violences conjugales, il y a ce sentiment d'isolement et de fatalité que ressentent les femmes, parce que c'est ce qu'a cherché à mettre en place l'auteur. Et aux Antilles, comme en métropole aussi, il y a aussi, par exemple, tout ce qui est violence. Elles avaient du mal à en parler, en fait, parce que souvent, elles en parlaient à leur famille, on leur disait, mais enfin, c'est ton mari, et patati, il faut accepter quand il veut, et autres. Mais en fait, c'était des violences sexuelles et autres, et elles se rendaient pas compte qu'il y avait ce nid de violence qui était là. Et donc là, on en parle, on ose en parler, la population est réactive et sensibilisée, et effectivement, ça marche. Est-ce que tu as conscience que ça paraît complètement décalé, que la médecine légale, un médecin légiste
s'occupe des violences conjugales, enfin que ce soit un combat. On le met pas du tout dans ce combat-là, le médecin légiste aujourd'hui. Et c'est vrai ce que tu dis, mais pourtant c'est vraiment dommage parce que on va être l'interface entre le moment où elle a été victime de violence et la police, ou même avant la police même. Et en fait, on est le moment où la victime doit se sentir le plus en confiance. Elle doit avoir confiance en nous pour pouvoir recueillir sa parole. Et du moment qu'on a ça entre nos mains, en quelque sorte, on se doit de faire quelque chose. Mais est-ce que ces femmes, elles comprennent, elles réalisent que toi, t'es médecin légiste, ça veut dire que tu découpes des corps Alors, au inertes. départ, elles ont peur quand elles viennent nous voir, parce qu'effectivement, elles ont l'image elles disent, mais je suis pas morte. On n'est pas du tout cette personne glauque et froide dont on a l'image. On doit être là, effectivement, pour recueillir leurs paroles. On doit être là pour les écouter. On a un taux d'homicide qui est effectivement Très élevé. Très élevé, voilà. J'adore les Antilles. J'ai passé 7 ans magiques. Mais il faut savoir que derrière cette image un petit peu de carte postale, malheureusement, il y a un taux de chômage qui est extrêmement important. Il y a une population qui effectivement se bat au quotidien, mais il y a une précarité qui est extrêmement importante, il faut le dire. Et donc il y a aussi beaucoup de drogue qui circule, il y a aussi du trafic d'armes. Et donc à la moindre altercation, c'est extrêmement facile de prendre son couteau, son coutelas ou son arme à feu et de s'en servir en quelque sorte. On va prendre en charge que les violences. Donc en fait, on a une vision déformée dans le sens où on voit peut-être plus les violences que les gens qui vivent au quotidien dans cette île magnifique, qui ne voient pas forcément la violence. J'ai des amis qui vivaient là-bas et qui me disaient, mais quand tu nous dis ça, nous, ça fait 10 ans qu'on y vit, on voit pas tout ça. Donc je suis peut-être un peu tronquée, mais en tout cas, les chiffres, ils sont là. On dit beaucoup, oh là là, il doit y avoir beaucoup d'homicides au coutelas. Non, c'était soit du couteau, soit des armes à feu. On est capable de dire, voilà, en Guadeloupe, ça va être plutôt du fusil à canon scié, à Saint-Martin, des armes de poing, tout ça, on le voit après dessus, c'est hyper intéressant. On voit aussi autre chose que je ne connaissais pas, c'est les gangs, en fait, qui sont organisés, que je raconte un petit peu, effectivement, avec ces fils électriques, ces câbles que naïvement on peut voir avec une basket, avec un lacet de couleur, et ce qui sont des délimitations, effectivement, de gangs, ou le fait d'être habillé avec un t-shirt blanc, ou un foulard rouge, ce que ça veut dire. En fait, voilà, il y a des choses que je ne connaissais pas, effectivement, avant. En métropole, quand tu vas revenir en 2016, après combien? Après 5 ans, 6 ans 6 ans. 6 ans d'activité aux Antilles, tu vas te retrouver à Bordeaux, tu continues à être médecin légiste. Je suis même chef du service. Tu es chef du service, mais alors ce que tu es en train de nous raconter là, sur cette prévention contre les violences conjugales, etc., ça va pas passer du tout. Tu vas très mal le vivre. Il y a beaucoup de choses qui passent pas. Le fait que je sois une femme, que j'arrive avec une grosse expérience professionnelle, le fait que effectivement j'avais mis en place une procédure qui marche. Bon, ça faisait beaucoup trop de choses pour des questions d'ego. Ce milieu est un milieu très masculin. 3 de mes collègues masculins vont faire écoute, en disant ce n'est pas notre métier de médecin légiste de faire de la détection. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée là, j'ai mis en place plein de choses. J'ai été félicitée, reconnue par tout le monde à Bordeaux quand je suis arrivée, et je voyais pas en fait ce qui se tramait autour de moi avec mes 3 collègues qui, à chaque fois que j'avais des réunions, c'était des rires, c'était des moqueries. Ils veulent t'enfoncer et ça va marcher parce que il y a une forme de harcèlement. Il y a un vrai harcèlement qui se met en place, vraiment un vrai harcèlement moral qui est extrêmement... Qui passe par quoi? Des remarques? Qui passe par des remarques, par des dénigrements. Je vais consulter plusieurs fois à la médecine du travail parce que au final, mon corps finit par me lâcher. Je me blesse à la cheville, je me blesse à l'épaule, je dors plus. Enfin voilà, au niveau du moral, voilà, je le sens et c'est quelque chose qui est totalement différent de ce que j'ai connu avant. Quand tu te blesses à la cheville, tu as le droit à des remarques du genre tu fais moins la maline sans tes talons aiguilles. Oui. Ça te fait du bien d'être cabossé, au moins tu perds de la hauteur, c'est ça? C'est ça, ouais. Ce type de remarques quoi, au quotidien. Au quotidien, ouais. On me laisse faire les autopsies toute seule avec le bras, alors que j'avais le bras immobilisé, que j'avais mon attelle, et on me dit, bah voilà, c'est ce que tu mérites, ouais. J'ai le droit à tout ça, ouais. Et ça te heurte, ça me heurte, mais au fond de moi, je me dis, mais en fait, je dois les occulter eux, en fait. Je me dis que c'est pas possible ce qui m'arrive. Je me dis, on est venu me chercher, je suis responsable de service. En fait, je pense que je minimise peut-être un petit peu, même si mon corps, en fait, on en revient toujours au corps qui parle pour nous, en fait. Mon corps me disait stop, je dormais plus la nuit, j'étais plus la même, j'arrivais plus à rigoler, j'arrivais plus à tout ça, jusqu'au jour où
j'ai cette destitution brutale par une nouvelle chef de pôle que je ne connais même pas, parce que ces collègues-là c'était plein de moi avec des choses que je ne comprends pas en fait. Ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent de soi-disant mon comportement ne leur convient pas, que je veux mettre en place trop de choses, que ça sans les concerter, que ça ne leur convient pas ce que je veux mettre en place. Je me souviens effectivement de ce bureau, je me souviens de cette table ronde et c'est le chaos en fait. C'est comme si on tombe d'un seul coup c'est le grand saut dans un vide en fait. Je sors du bureau, j'appelle mon mari et je lui dis et j'ai ce souvenir du viol dans l'enfance. Ça a été tellement violent que ce viol a ressurgi. Ce souvenir enfoui remonte à la surface. Et ce souvenir, c'est quoi? Ce souvenir, c'est quand j'étais, je devais avoir 10-11 ans, sur une plage où j'allais en vacances. Et ce souvenir, je suis dans l'eau en fait quand ça se passe en fait, et je suis saisie par derrière et je comprends pas trop ce qui se passe. Je sais qu'il y a des gens proches de moi qui sont là. Je sais pas. Je suis dans ce souvenir. C'est tellement violent encore que je sais pas réellement qui c'est. Je sais juste que ça s'est passé. Voilà. Et ça va très loin parce qu'effectivement, j'appelle mon mari, je vais à mon bureau et la première chose que je fais, c'est que je prends un ciseau en fait et je veux me veine, quoi. C'était un vrai traumatisme, un vrai. Et je me suis dit, je peux pas vivre, je ne pourrais pas demain me lever, en fait. C'est trop lourd à porter. Quand je suis repassée, j'ai une psychologue et une infirmière qui voyaient depuis quelque temps que j'allais pas très bien, en fait. Et donc, elles sont rentrées dans mon bureau et elles m'ont trouvée avec mon ciseau. C'est ce qui m'a sauvée, effectivement. Avec une psychanalyse qui a duré 2 ans, ouais, en fait. J'en fais maintenant le rapprochement avec l'anorexie que j'ai vécue quand j'avais 20 ans. Il y a eu d'abord la phase où, entre 13-14 ans, j'étais plutôt très ronde. Je pense que j'ai mangé pour me remplir de ce qui m'était arrivé. Maintenant, je l'interprète comme ça, en fait. Et après, il y a eu cette période d'anorexie où je tombais très très bas, à 30 kilos, en fait. Puis après, tu as eu ta vie de femme, ta vie de mère, ta vie de médecin légiste. Ouais. Mais tu as plus jamais repensé, en tout cas consciemment. Au final, ça a été tellement violent. Je l'interprète comme ça, que comme certaines victimes, parce que quand on dit c'est pas possible, comment elle s'en souvient maintenant sur un autre trauma. Ce qui m'arrive à moi là, ça arrive à d'autres femmes. Il y a des femmes, ça va être autre chose. Ça remonte à ce moment-là. Oui, c'est aussi violent que ce viol. Pour moi là, ils ont voulu me détruire. Ils ont dit clairement qu'ils voulaient que j'exerce plus. On m'a pris une partie de moi. Et après cet épisode tragique où tu as fini par quitter ce service et arrêter la médecine légale. Alors, pour recommencer autre chose. À ce jour, je travaille dans le domaine de l'expertise pour une compagnie d'assurance. J'adore ce que je fais. Je travaille dans le domaine de la responsabilité médicale, donc ça allie mes compétences aussi bien en médecine d'urgence qu'en médecine légale. Et la médecine légale n'est pas totalement derrière toi. Et d'ailleurs, tu en parles avec beaucoup de précision, d'humanité et un peu d'humour aussi, dans un livre que tu viens d'écrire et qui vient d'être publié. Et qui s'appelle Corps, carnet du médecin légiste. Et que tu as écrit pourquoi? J'avais envie de rendre hommage à toutes les femmes que j'ai prises en charge, aussi bien vivantes que mortes, à parler aussi et dire à toutes ces femmes qui ne sont plus là qu'en fait on pensera toujours à elles. Au Mexique, on dit que tant quelqu'un pense à nous, on est vivant. Et moi, j'y crois dur comme fer. Je pense que ce métier de médecin légiste, il a été dominé pendant très longtemps par des hommes. Il est encore dominé. Il y a un patriarcat qui est effectivement omniprésent en médecine, omniprésent à l'hôpital, omniprésent dans ce milieu. Mais je pense que nous, les femmes, on a aussi une façon d'aborder ce métier qui est particulièrement utile aux victimes et qu'on doit pouvoir le développer, prendre notre place. Est-ce qu'on te surnomme encore Barbie Bouchère ou c'est fini ça? Alors, c'était plus affectueux et c'était pas du tout dégradant, au contraire. C'était rigolo de contraster Barbie et Boucher. Derrière cette apparence, il y a effectivement quelqu'un qui est forte et qui ira jusqu'au bout. Et comme ces femmes qui doivent aller jusqu'au bout dans leur combat contre les violences qui leur sont faites. Merci beaucoup Karine, merci pour cette super interview et merci pour ta confiance. Merci à toi. À bientôt pour le tome 2. Ah, bien sûr, avec plaisir. On va, hop, juste, tu vas regarder